Beaucoup de mises à jour dans l'affaire Nolan Wells. Une toute nouvelle vidéo montrerait ce qui pourrait être la dernière image connue de lui avant sa disparition. Cette séquence obtenue par TMZ a été enregistrée sur Horn Island quelques heures seulement avant sa disparition. Nous allons voir ce que cela pourrait signifier pour l'enquête. Et l'avocat Ben Crump, qui représente la famille de Nolan Wells, vient de faire une annonce majeure. Les premiers résultats préliminaires de l'autopsie indépendante seront publiés demain. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, nous sommes de retour avec une nouvelle mise à jour sur Nolan Wells. Et cette fois, nous avons encore plus de nouvelles vidéos. Et je suis très curieux de savoir quel rôle cela va jouer dans l'enquête. Parce qu'il y a cette vidéo qui a fait surface et qui pourrait être la dernière image connue de Nolan Wells avant sa disparition, avant que son corps ne soit finalement retrouvé. Ces images ont été obtenues par TMZ. Elles auraient été enregistrées sur Horn Island quelques heures seulement avant la disparition de Nolan. La personne qui a filmé cela pensait qu'il s'agissait de Nolan. Elle en était tellement convaincue qu'elle est allée au bureau du shérif et l'a montré à la police. Maintenant, si c'est bien Nolan, vous vous demandez peut-être pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi les gens ont-ils pensé que c'était lui? La vidéo ne montre pas son visage. Pourquoi alors pense-t-on que c'est lui? Qu'est-ce que cela nous apprend sur ce qui s'est passé à ce moment-là? Je vais commencer ici. Depuis la dernière fois que nous avons parlé de cette affaire, beaucoup de choses se sont passées. Par exemple, c'est cette semaine que Nolan a reçu les derniers hommages de sa famille et de ses amis. Le révérend Al Sharpton a officié la cérémonie et Tyler Perry aurait payé les funérailles. Sharpton a fait lors des funérailles une annonce majeure concernant l'enquête que nous détaillerons dans un instant. Mais nous savons aussi que le FBI est impliqué. Ils enquêtent sur ces menaces présumées qui ont été proférées contre des personnes liées à cette affaire. Les détails de ces menaces présumées, leur contenu, leur destinataire restent inconnus, mais le FBI enquête. Quant au téléphone, celui de Nolan, la famille l'a en sa possession. Et après avoir dit qu'il pense que des données ont pu être supprimées de ce téléphone, il a été annoncé qu'ils allaient examiner ce téléphone avec les enquêteurs de l'État et leurs propres experts, les experts de la famille. Et tout cela alors qu'il est possible qu'un grand jury soit constitué pour entendre cette affaire. Cela plane toujours en arrière-plan. Et nous attendons toujours les résultats de l'autopsie, n'est-ce pas? L'autopsie réalisée par l'État et l'autopsie indépendante qui a été demandée par la famille de Nolan Wells. Donc tout cela est en cours. Je veux maintenant évoquer ce qui se passe avec cette vidéo. Maintenant, j'ai dit que les résultats ne sont pas encore sortis, mais littéralement au moment où j'enregistre ceci, nous venons tout juste de recevoir des nouvelles de Ben Crump. Donc, c'est l'avocat qui représente la famille de Nolan Wells et il va y avoir une conférence de presse demain. Je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Ceci provient d'un communiqué de presse. L'avocat de renommée nationale spécialisé dans les droits civiques et les préjudices corporels, Ben Crump, rejoindra la famille de Nolan Xavier Wells lors d'une conférence de presse mercredi à la 117e Convention nationale de la NAACP. Ben Crump annoncera les résultats préliminaires d'une autopsie indépendante réalisée pour le compte de la famille. Wow, d'accord. Donc la vidéo, cette annonce, parlons-en. Je veux inviter Chris McDonough. Il est enquêteur spécialisé dans les homicides, directeur des relations avec les forces de l'ordre et consultant en enquête pour la Cold Case Foundation. Chris, toujours un plaisir de te voir. Merci d'avoir pris le temps. Cette nouvelle est tombée 5 minutes avant l'émission. Le fait qu'ils vont avoir, ce qu'ils affirment ici, si c'est vrai, les résultats de cet examen indépendant, ils avaient déclaré que le corps de Nolan était envoyé à Washington, D.C. Ah, ils ont ces résultats. B, qu'ils vont les annoncer et que cela va se faire avant la publication des résultats de l'examen médical de l'État. Qu'en penses-tu? Eh bien, tout d'abord, Jessie, merci beaucoup de m'avoir invité dans ton émission. Et puis, ouais, avec la famille, évidemment, ils veulent s'assurer que l'enquête soit cohérente avec ce que découvrirait le bureau du médecin légiste de l'État. Donc, ce serait probablement l'une des toutes premières choses qu'un pathologiste indépendant voudrait dire, n'est-ce pas? Est-ce que cela correspond au rapport du médecin légiste de l'État, qui vont, vous savez, être rendus publics à un moment donné? Et si en fait ce n'est pas le cas, alors bien sûr il y aura d'autres interprétations de ces informations. Et ils vont vouloir s'assurer que l'État en soit conscient. Et ensuite, ils vont prendre ces découvertes supplémentaires et les opposer à l'enquête. Je veux dire, ce seraient les étapes logiques ici, non? Et puis, bien sûr, à partir de là, il y aura une décision. Eh bien, quels tests supplémentaires devraient être effectués?
quel type d'autres preuves devraient, vous savez, être examinées. Et si en fait il y a une anomalie lors de la deuxième autopsie, alors bien sûr, ils vont vouloir, vous savez, cocher ces cases. Les enquêteurs de l'État le feront et veilleront à ce que cela concorde avec les conclusions des deux autopsies dans leur ensemble. Donc, en effet, les résultats de l'examen médical de l'État ne sont pas encore publiés parce qu'ils attendent les résultats de la toxicologie. Pour moi, il semblerait que cette autopsie indépendante n'a pas fait d'analyse toxicologique, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'auraient pas pu obtenir les résultats aussi rapidement. Peut-être que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe. Mais faire une annonce comme celle-ci, est-ce que cela vous suggère qu'il pourrait y avoir des preuves d'une intervention criminelle, qu'il y avait des marques ou des traumatismes sur le corps de Nolan Wells qui indiqueraient que ce n'était pas simplement un cas de noyade, mais autre chose? Et je sais que c'est compliqué quand on parle de noyade ou de noyade potentielle, parce qu'il peut ne pas y avoir de marque extérieure montrant que quelqu'un l'a poussé dans l'eau ou l'a maintenu sous l'eau ou quelque chose de ce genre. Mais faire une annonce disant que ces conclusions vont être rendues publiques, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Eh bien, vous savez, très bon point. La seule chose, évidemment, qui peut être déterminée presque immédiatement, ce sont les constatations microscopiques concernant ce qu'il y a dans les poumons. S'il y a de l'eau ou du liquide dans le corps et ou dans les voies respiratoires, on peut aussi le trouver, vous savez, lors d'une seconde autopsie parce qu'il y aura des preuves microscopiques de cela. Donc ce premier point nous dit deux choses. A, la première chose que cela nous indique s'il y a du liquide, c'est qu'il était en vie. D'accord. Parce qu'évidemment, il inhale de l'eau à ce moment-là. Donc maintenant, la question secondaire à laquelle il faut répondre, c'est quelles sont les circonstances, pour reprendre votre point, qui l'ont amené dans l'eau. Y a-t-il des preuves, vous savez, d'actes criminels? Y a-t-il de la présence d'alcool ou d'autres substances dans son organisme? Et c'est là que les rapports toxicologiques vont jouer un rôle crucial dès la toute première autopsie, parce que c'est là qu'on va trouver la plus grande concentration de substances dans le sang de ce jeune homme. D'accord, nous verrons ce qui en résulte. Nous ferons de notre mieux pour couvrir cela ici dans Sidebar. J'ai dit à mon équipe de se préparer. Voyons ce qui va se passer. Laissez-moi vous parler de cette vidéo qui est sortie. Donc, vous avez cette séquence obtenue par TMZ, apparemment enregistrée sur Horn Island à 14h23 le 4 juillet. Elle aurait apparemment été montrée au bureau du shérif. On peut apparemment voir dans la vidéo la caméra balayer ces bateaux. Des gens, vous savez, tous sur l'eau. On dirait qu'un homme se tient debout sur le pont arrière d'un bateau. Et il semble qu'il soit penché, en train d'attraper quelque chose. On ne voit pas son visage. Mais la personne qui a filmé cette vidéo pense qu'il s'agissait de Nolan. Pourquoi? L'homme porte apparemment un maillot de bain qui correspond à la couleur de celui que Nolan portait sur cette photo du 4 juillet que tout le monde a vue. C'est une photo très célèbre, non? Une photo tristement célèbre. C'est encore celle avec lui et ses amis sur le bateau. Si c'est bien Nolan, cette vidéo serait apparemment la dernière image connue de lui avant qu'il ne disparaisse et que son corps ne soit retrouvé sur le rivage quelques jours plus tard. En voyant cette vidéo, qu'est-ce qui te frappe le plus? D'abord, ce qui me frappe, ça, c'est que c'est une preuve de vie. Et si en fait c'est bien lui, alors nous savons qu'il est vivant à cette date et à cette heure, d'après les métadonnées qu'ils peuvent extraire de cette vidéo en particulier. La deuxième chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a tous ces autres bateaux autour de lui à ce moment-là. Donc cela signifie que vous pouvez également obtenir les données GPS concernant ces autres personnes autour de lui à partir de ces autres bateaux. Donc cela le place maintenant à un endroit précis, à un moment précis. Et cela nous indique aussi que si en fait c'est bien lui, qu'est-ce qu'il prend à l'arrière de ce bateau? Donc vous avez toutes sortes d'informations que vous pouvez tirer du fait qu'il pourrait être penché, en train de sortir quelque chose de la glacière, etc., ou de l'eau, ou qui sait ce qu'est cette substance. Désormais, un enquêteur peut reprendre l'enquête et demander à qui était ce bateau et ce qu'il y a dans la glacière. Et ensuite, on peut en fait remonter jusqu'à peut-être, vous savez, d'autres activités qui ont eu lieu plus tôt dans la journée et ensuite corréler cela à d'éventuels autres résultats toxicologiques par la suite. Si en fait c'était une substance, vous savez, peut-être de l'alcool ou autre chose, et on ne le sait pas. D'accord. Mais c'est le genre d'information que vous pouvez en tirer.
Mais plus important encore, vous pouvez obtenir les métadonnées du GPS de tous les autres bateaux autour de cet endroit. Et ensuite, faut se demander, vous pouvez faire le lien avec l'endroit où son corps a été retrouvé plus tard et relier ces éléments. Comment est-on passé du point A? Comment est-il passé du point A au point Z et essayer de reconstituer ce puzzle? Encore une fois, la vidéo a été enregistrée à 14h23, n'est-ce pas? Ben Crump a dit que Nolan a été vu pour la dernière fois sur l'île à 15h00. Je n'ai vu aucun témoignage contradictoire à ce sujet. Il semble que 15h00 soit l'heure dont on entend parler. Mais encore une fois, quelque chose pourrait changer. Et nous pensons que le bateau est parti vers 16h31. Donc il y a environ 2 heures d'écart entre cette vidéo et le moment où le bateau serait apparemment parti sans lui. Une autre chose cependant, cette vidéo semble montrer Nolan sur un bateau. Est-ce le même bateau que celui sur lequel ses amis étaient? Vous savez, la fameuse photo du 4 juillet le montre avec ses amis sur un bateau. Ces images semblent montrer que c'est peut-être un autre bateau, peut-être avec d'autres personnes. Qu'en pensez-vous? Ouais, je ne sais pas vraiment, mais je réfléchis juste. Non, c'est un excellent point parce que c'est évidemment l'une des choses que vous voudriez recouper avec cette vidéo. Vous savez, vous pouvez regarder la structure du bateau, vous pouvez identifier le fabricant du bateau et tous ces autres détails. Et puis l'autre chose que cela montrerait, disons que cette nouvelle autopsie révèle, vous savez, des preuves de traumatisme, hypothétiquement, n'est-ce pas? Y a-t-il des lésions de défense? Au cou ou interne? Parce que chaque fois que quelqu'un va dans l'eau, vous savez, il y a des éraflures et des mouvements ou des blessures qui se produisent à cause du mouvement, du potentiel que cela implique en soi. D'accord? Donc vous pouvez aussi dire, hé, attendez une minute, dans cette vidéo en particulier, on ne voit aucune preuve de, entre guillemets, ce genre de blessure. D'accord? Donc c'est aussi quelque chose à prendre sérieusement en compte si en fait c'est un élément de preuve valable qui vient d'apparaître. Je pense aussi que si les gens voient cette vidéo sortir et se disent, attendez une minute, cette personne a estimé que c'était assez important pour aller au bureau du shérif, eh bien bravo à cette personne de l'avoir fait. Comme ils voient ce grand plan panoramique et se disent, mon Dieu, regardez, ils ont découvert ça, ça me fait me demander si d'autres personnes pourraient elles aussi avoir des images, les revoir et se dire, peut-être que moi aussi j'ai quelque chose. Oui, très bon point. Oui, absolument. Je sais que le bureau du shérif a demandé des photos et vidéos non éditées ce jour-là, et ça m'y a fait penser. Oui, et ça évidemment, ça va, tu sais, encore une fois, ça va tout remettre dans la catégorie des preuves de vie. Nous savons que ce jeune homme profite simplement d'une célébration du 4 juillet et qu'il n'y a rien, tu sais, rien de louche ici, n'est-ce pas? Rien de suspect. Donc, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Si ces dynamiques ont changé, alors qu'est-ce qui a changé entre cette vidéo et l'endroit où son corps a été retrouvé? Et cela poussera les enquêteurs à examiner ce type de preuves de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus sérieusement. Je veux aussi te poser une autre question, car d'autres faits marquants ont émergé de cette cérémonie funéraire, au-delà du bouleversement d'entendre la famille de Nolan parler de lui et de son absence. Pense aussi à son statut d'athlète, ses ambitions pour la NFL et son rôle de modèle pour ses frères et sœurs. C'était vraiment un jeune homme exceptionnel et quelle immense tragédie c'est. Mais cette cérémonie funéraire qui a eu lieu le 20 juillet à l'église Center Point à Ocean Springs, dans le Mississippi, a rassemblé des centaines de personnes. Al Sharpton a fait une grande annonce. Lui et l'acteur Tyler Perry ont chacun offert apparemment 50 000 dollars, soit 50 000 dollars pour toute information menant à une éventuelle condamnation ou encore des informations sur ce qui est arrivé à Nolan Wells. Donc, on parle de 100 000 dollars pour quiconque se manifeste. Voici ce qu'il a dit aux funérailles. Puisque le Mississippi est si spécial, je ne dis pas seulement que nous ne voulons rien. Je veux le dire ici et maintenant. Et je suis inspiré par ceux qui nous ont accusés de cela, que je veux offrir au nom du National Action Network et de moi-même une récompense de 50 000 dollars à quiconque, à quiconque.
Je veux offrir une récompense de 50 000 dollars pour toute personne pouvant fournir des informations menant à une arrestation et une condamnation dans cette affaire. Il n'était pas sur cette île tout seul. Quelqu'un a vu quelque chose et sait quelque chose. Donc je ne suis pas venu pour gagner de l'argent. Je suis venu pour donner de l'argent. Levez-vous et dites la vérité. Quoi que ce soit, bon ou mauvais, nous n'allons pas le juger à l'avance, mais nous ne pouvons pas y mettre fin tant que nous ne connaissons pas tous les faits. Permettez-moi de dire à Christine et Elmo, avant que nous fassions la prière de recommandation et que nous raccompagnions la famille, je viens juste de recevoir un message. Christine et Elmo, vous savez ça, Tyler Perry a dit qu'il paierait les funérailles. Et il doit aussi regarder parce qu'il a dit « Je vais mettre la même somme et ajouter 50 000 dollars de plus ». Donc, nous offrons 100 000 dollars à quiconque se manifestera. Nous voulons juste la vérité, c'est tout. Chris, une récompense de 100 000 dollars est assez importante. Comment cela affecte-t-il l'enquête? Est-ce que cela complique les choses pour les enquêteurs? Malheureusement, cela peut être un avantage ou un inconvénient dans une telle affaire. Parce que le type d'information que vous voudriez voir remonter sera probablement très limité. En ce qui concerne si c'est, vous savez, un acte criminel sous quelque forme que ce soit, les personnes qui vont parler ne seront probablement pas motivées par la récompense. Cependant, il y a un second niveau dans les enquêtes comme celle-ci, avec des personnes qui, vous savez, réfléchissent, comme vous l'avez dit plus tôt, ils ont une vidéo, vous savez, et ils ne voulaient tout simplement pas encore la remettre parce qu'ils n'étaient pas sûrs, ou etc. Une récompense peut motiver ce type de personne à se manifester et à dire « je ne savais pas si c'était lié. Je suis désolé d'avoir gardé ça aussi longtemps, mais le voici. » Donc dans la colonne des avantages, un fonds de récompense pourrait être très bénéfique. Mais dans la majorité des affaires sur lesquelles j'ai travaillé, les fonds de récompense, franchement, n'ont pas vraiment donné de résultats fructueux. Oui, et il y a toujours une pléthore. Il y a toujours un risque d'informations erronées ou fausses dans les affaires très médiatisées. Tant que je vous ai avec moi, puis-je vous poser une question sur le téléphone de Nolan? Je pense que c'est un élément de preuve potentiellement intéressant ici, que Nolan n'avait pas son téléphone avec lui. Il y a eu des allers-retours sur la raison de cela. On a entendu que s'il va dans l'eau salée, ce n'est pas inhabituel qu'il laisse son téléphone comme d'autres. Mais d'un autre côté, s'il part de son côté pour parler potentiellement à une jeune femme, pourquoi n'aurait-il pas emporté son téléphone avec lui? Nous savons que le téléphone était avec ses amis, que la famille l'a récupéré et y a trouvé l'application Life 360. Une allégation affirme que des données ont été supprimées. Et maintenant, il va y avoir une inspection conjointe du téléphone, selon Ben Crump, à la fois par les experts de la famille et par les enquêteurs de l'État. Est-ce que cela vous inquiète? Oui, vous savez, le téléphone est une pièce à conviction très intéressante laissée par ce jeune homme. Vous savez, parce qu'on peut dire, pour reprendre votre point de vue, que, vous savez, on fait la fête dans l'eau. Donc bien sûr, vous voulez laisser cet appareil, vous savez, à l'écart de toute source d'eau, de quelque manière que ce soit, de n'importe quel type. Mais encore une fois, vous avez ici un changement de comportement. Vous avez un jeune homme qui part potentiellement. Il était rapporté qu'il était avec une jeune femme, puis il disparaît tout simplement. D'accord. Et pourquoi aurait-il laissé son téléphone sur le bateau s'il était censé partir sur ce bateau à un moment donné? Et plus tard, on découvre qu'il ne se présente pas et qu'il est signalé comme disparu, mais son téléphone est là, posé sur le bateau. Les enquêteurs pourront déterminer assez rapidement, vous savez, non seulement les coordonnées GPS, mais aussi toutes les traces numériques qu'ils pourront extraire de ce téléphone. Mais ensuite, quand on relie cela à l'aspect comportemental, parce que c'est l'autre facette de cette affaire dans son ensemble. Chaque fois qu'on se retrouve avec un mystère comme celui-ci, surtout autour de l'eau, la question devient vraiment, quelles sont les habitudes de vie de ce garçon? Comment, vous savez, ce jeune homme, comment fonctionne-t-il? Est-ce qu'il traîne avec tous ses amis? La réponse est oui. Est-ce qu'il s'intéresse aux filles? Dieu merci, d'accord, il travaille sur cet aspect de sa vie. Il réussit bien au lycée, vous savez, au football, etc. Et c'est le genre de gamin où tu te dis, tu sais quoi, c'est une victime à très faible risque.
C'est un jeune homme à très faible risque. Alors tu commences à regarder les risques qu'un suspect ou quelqu'un qui voudrait lui faire du mal serait prêt à prendre. Est-ce qu'il arrive sur cette île avec cette jeune femme et qu'il y a quelqu'un là-bas qui ne l'aime tout simplement pas? Peut-être parce que la question de la race joue un rôle ici. D'accord? Et ils se battent, il tombe à l'eau et il se noie par la suite. Tu sais, peut-être qu'il est inconscient. Et c'est là que la seconde autopsie sera très importante pour voir s'il y a un quelconque indice physique dans son corps. C'est-à-dire des blessures de défense, des traumatismes crâniens comme l'hématome sous-dural et des saignements internes. Et cela en soi nous dira s'il a effectivement pu y avoir une altercation quelconque. Et c'est ce type de preuve que vous voudriez rechercher, essayer de trouver, qui vous ferait passer d'un accident à quelque chose de potentiellement plus suspect par nature. Selon Ben Crump, lors d'une conférence de presse la semaine dernière, le procureur aurait dit qu'une fois l'enquête terminée, l'affaire pourrait être soumise à un grand jury pour d'éventuelles poursuites pénales. Mais sous quelle qualification, nous ne le saurions pas, n'est-ce pas? Cela pourrait être, disons, une accusation potentielle d'homicide ou quelque chose en lien avec l'enquête, comme quelqu'un qui ne fournit pas d'informations exactes aux forces de l'ordre. Peut-être qu'il s'agit de altération de preuves. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que pensez-vous de la possibilité que cette affaire soit présentée à un grand jury? Eh bien, tout est toujours possible. Et si en fait, vous savez, l'enquête commence à indiquer que eh bien, la chronologie, les déclarations des témoins, beaucoup de ces informations ne concordent pas. J'ai eu une affaire une fois où un homme a disparu d'un bateau et nous avons trouvé de la poudre sur le bateau. Et c'était celle d'un extincteur. Et nous avons découvert plus tard, au cours de l'enquête, que l'individu nous mentait et nous avons pu le déterminer. En fait, il avait utilisé l'extincteur contre la victime et qu'il y avait eu une altercation majeure sur ce bateau, une personne était tombée à l'eau et une autre était revenue. Et est-ce qu'on est dans ce genre de situation? Y a-t-il eu une bagarre? Ou même si quelqu'un faisait l'idiot, vous savez, comme les enfants le font, comme les jeunes hommes le font de nos jours, et qu'il s'est blessé et qu'ils l'ont laissé, ils l'ont laissé dans l'eau. Eh bien, vous savez, ce serait évidemment quelque chose qu'il faudrait déterminer. Et donc, il y a encore beaucoup d'informations dont on a besoin. L'enquête, à mon avis, serait encore en cours d'évolution. Mais oui, un grand jury pourrait retenir une accusation de complicité après les faits ou, vous savez, d'autres chefs d'accusation, comme l'homicide involontaire ou quelque chose de ce genre. Nous ne savons tout simplement pas encore. Voyons ce que révéleront demain les premiers résultats de l'autopsie indépendante. Merci beaucoup, Chris McDonough, pour votre temps. Je vous suis très reconnaissant. Merci Jessie, merci à vous. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X et Instagram, mon émission Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 11h, heure de l'Est. À bientôt, au revoir.